Bienvenue à toi public dans cette application du chapitre de la thermodynamique que nous venons d'étudier dans cette playlist. Si jamais tu ne l'as pas vu, je t'invite à consulter les différentes vidéos qui sont présentes dans les commentaires. Donc là, on va s'intéresser à la construction d'une maison passive qui va nous servir de prétexte pour réinvestir les différentes notions que nous avons vues dans ce chapitre. Et je vais développer une toute petite partie supplémentaire sur l'intérêt de l'utilisation d'un double, voire d'un triple vitrage pour une habitation. Donc là, dans l'exercice, sensible à la nécessité de réduction des émissions de gaz à effet de serre, autant qu'à l'économie financière réalisée, des particuliers désireux de faire construire une maison s'orientent de plus en plus vers l'éco-construction. Pour maîtriser au mieux les dépenses énergétiques, plusieurs points de vigilance sont à considérer: l'isolation, la ventilation, la qualité des ouvertures, la maîtrise des ponts thermiques, endroit où le bâtiment, la chaleur va s'échapper le plus vite par conduction thermique. Donc l'étude porte sur une maison sans étage, de surface habitable 68 m², dont l'isolation du sol et des murs extérieurs et dans des comptes est prévue selon les données du tableau suivant. Donc là, on a les différentes données. On a le sol, on va prendre un mortier chaud d'épaisseur 25 cm avec une conductivité thermique qui nous est donnée, une résistance thermique qui nous est donnée. Pareil pour les vitres, les combles. Les combles, ce sont des espaces sous la toiture. Et les murs extérieurs. Donc on a un enduit plat, des briques patrières, des panneaux en liège expansé, la brique creux standard et l'enduit sable à la chaux. Donc là, on a les différents matériaux qui vont constituer cette maison. Donc on va directement entrer dans le vif du sujet. On dit qu'une maison est passive lorsque ses besoins en chauffage sont inférieurs à 15 kWh par mètre carré et par an, contre 250 à 300 kWh par mètre carré habitable pour un logement classique. Donc 1 kWh, ça correspond à 3,6 mégajoules. 1 kWh, c'est le fonctionnement, c'est l'énergie nécessaire au fonctionnement d'un appareil de 1 kW. Donc 1000 watts pendant 1 heure, 3600 secondes, fait 1000 fois 3600, ce qui nous donne 3,6 10 puissance 6, soit 3,6 mégajoules. Donc la résistance thermique d'une paroi d'isolation, elle est donnée par la relation qui est ici. Dans l'exercice, il réexplique ce que l'on a vu précédemment dans le cours. Le flux thermique, c'est la puissance qui va être dissipée à travers une paroi par unité de temps. Donc là, il réexplique température intérieure, température extérieure, mais on l'a déjà abordé dans une précédente vidéo, donc je passe rapidement sur ces points-là. Déterminer par une analyse dimensionnelle l'unité de la résistance thermique. Donc la résistance thermique, ça va être égal à l'épaisseur du mur sur la conductivité thermique exprimée en watts, mètre-1, Kelvin-1, multiplié par la surface de ce mur. Donc on retrouve l'unité de la résistance thermique en Kelvin par watt ou Kelvin, watt-1. Donc pour une surface donnée à isoler, expliquer qualitativement dans quel sens doivent évoluer les caractéristiques d'une paroi pour augmenter son isolation. Il n'y a qu'à prendre la relation mathématique. La résistance thermique, elle est égale au quotient de l'épaisseur sur la conductivité thermique fois la surface. Donc si jamais on a envie d'isoler correctement une paroi, on va difficilement maîtriser sa surface. Donc on aimerait bien la diminuer, mais diminuer la surface d'une paroi, ça reviendrait à diminuer la hauteur sur le plafond ou la largeur de ta pièce. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est augmenter l'épaisseur de la paroi pour diminuer les transferts par conduction thermique et choisir un matériau. Donc la conductivité thermique serait la plus faible. Voilà, donc plus la conductivité sera faible, plus la résistance thermique sera faible. Calculer la résistance thermique des murs extérieurs en précisant l'unité. Donc la résistance thermique, on l'a vu dans le cours, c'est d'une structure un peu plus complexe avec des parois en contact. C'est la somme des résistances thermiques de chacune des parois. Donc là, on reprend le petit tableau qui est ici pour les murs extérieurs. On a l'épaisseur de l'enduit plat, des briques plâtrières, et on a les conductivités thermiques associées. On a la surface totale de notre maison qui fait 85 m² pour les murs extérieurs. Donc j'ai factorisé la surface, donc le S qui est ici, et on a fait la somme de la totalité des différentes grandeurs, des E sur lambda. Donc je prends l'épaisseur de brique sur la conductivité thermique de la brique, je fais la somme et je trouve 0,023 Kelvin watt-1. Ça, je te laisserai refaire le calcul, c'est inutile de le détailler plus sur cette vidéo pour pas perdre de temps. Pourquoi obtenir une résistance thermique identique? Pour obtenir, une résistance thermique identique à celle des combles, quelle devrait être la valeur de l'épaisseur de la couche de laine de verre de conductivité thermique?
Donc la laine de verre, sa conductivité thermique, elle est à 0,038. La surface des combles, on la retrouve dans le tableau au tout départ, et la résistance thermique des combles, elle est donnée à 0,053 Kelvin Watt-1. Donc sa surface, c'est de 79, et on veut finalement que la résistance thermique, on va combler ça au lieu de choisir les matériaux qui sont pris dans le tableau ici. Alors dans le tableau ici, ils prennent de la gypse de cellulose et des granulés de chanvre. On a une résistance thermique à 0,053, hein, comme je viens de te le dire. Comment est-ce qu'on ferait pour finalement avoir le même type d'isolation avec de la laine de roche? Donc la résistance des combles, elle est donnée, hein, c'est 0,053, c'est ce qu'on souhaite avoir. L'épaisseur, c'est ce que l'on va chercher. La conductivité de la laine de verre, elle est donnée à 0,038 dans le sujet de l'exercice, et la surface, elle est donnée. Donc il n'y a plus qu'à remplacer, hein, parce qu'on a une surface qui est exprimée en mètres carrés, donc ça c'est bon. On est homogène sur notre relation, et on trouve 16 cm de laine de verre. Donc on peut aller regarder finalement ici les différentes épaisseurs. Donc on aurait gypse de cellulose 1,3 et 20 cm de granulés de chanvre, ce qui nous donnerait 21,3 cm d'épaisseur d'isolant. Après, c'est un choix soit économique, soit écologique, mais on s'aperçoit que finalement l'épaisseur de laine de verre est à peu près identique. Alors, pourquoi la laine de verre a une bonne résistance thermique? Parce qu'elle va piéger de l'air, et qu'on a vu dans les précédentes vidéos que l'air a une très bonne résistance thermique et inversement une très faible conductivité thermique. Donc ça, c'est l'intérêt de la laine de roche. Ce qui peut être aussi pris en considération, attention, c'est que sur les produits naturels, ça peut être bouffé par les bébêtes, hein, finalement, et la laine de roche peut-être est moins écologique et plus coûteuse en énergie grise, mais en tout cas ne nécessite pas de traitement particulier pour être pérenne dans le temps et ne pas être exposé finalement à des nuisibles qui pourraient la détériorer. Dans une région où est prévue la construction de la maison, la température extérieure moyenne du sol en hiver est environ 10 degrés, celle de l'air extérieur 4 degrés. Un poêle à bois maintient une température intérieure de la maison suffisante et constante à 19 degrés. Pendant une journée, les valeurs de transfert thermique sont alors pour les murs extérieurs de 56 mégajoules, pour les vitres, je l'ai pas noté, pour le sol 37 mégajoules et pour les combles 24 mégajoules. Préciser dans quel sens s'effectuent les transferts thermiques, on l'a vu, c'est toujours des zones chaudes vers les zones froides, donc de l'intérieur de la maison vers l'extérieur. Calculer la valeur de la chaleur fournie par le poêle à bois pendant une journée. Donc ici on a le flux thermique pour les vitres, ça va être la quantité d'énergie divisée par la durée, la quantité d'énergie transférée par les vitres divisée par la durée, mais c'est aussi égal à l'écart de température entre la source chaude et la source froide divisé par la résistance thermique. Donc ici, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, la plupart du temps on va égaler les deux relations. Donc l'énergie transférée par les vitres en une journée, donc on va avoir le delta T. Dans le delta T, je le remonte ici, ce qui me donne l'énergie transférée par les vitres en une journée. Je fais l'écart de température, delta T, j'ai la résistance thermique qui est égale à 0,10, qui nous donne 13 mégajoules. Voilà, c'est pour ça que je l'avais pas noté ici, c'est peut-être qu'on devait le calculer juste après. Donc finalement, comme la température de la maison reste constante, il n'y a pas de variation d'énergie interne, le poêle à bois doit fournir à la maison autant d'énergie qu'elle cède vers le milieu extérieur. Donc le poêle à bois doit compenser finalement les déperditions énergétiques par les murs, par les vitres et par le sol et par les combles. Donc finalement, le poêle à bois doit compenser toutes ces pertes. Donc on fait la sommation de toutes ces pertes et on trouve à peu près 130 mégajoules chaque jour. Dans ces conditions, si par an la période de chauffage dure 100 jours, peut-on considérer la maison comme passive? Et ben 100 mégajoules par jour, on va multiplier évidemment par les 130 mégajoules, on va les multiplier par 100, le nombre de jours d'utilisation, et on va convertir ça en kilowattheure en le divisant par la fameuse conversion qu'on a vue au tout début de la vidéo à 3,6 mégajoules, ce qui nous donne 3611 kilowattheures. Donc maintenant, par unité de surface, on va prendre les 68 mètres carrés habitables, on est à 53 kilowattheures par mètre carré et par an, donc la maison n'est pas passive, hein, parce que le critère était inférieur, je crois qu'il était à 15 de mémoire, donc on est supérieur, mais on est quand même, en ayant choisi ces matériaux, très inférieur aux 250 à 300
kWh par mètre carré et par an d'une maison classique. Donc a priori, elle sera plutôt bien isolée et permettra des économies d'énergie. Attardons-nous maintenant au double vitrage. Donc le double vitrage, comme j'ai pu le décrire dans une précédente vidéo, son intérêt c'est de diminuer le flux thermique vers l'extérieur et donc de diminuer les déperditions énergétiques et il est essentiellement basé sur le fait qu'on va emprisonner une tranche d'air ou d'un gaz inerte comme l'argon, comme on va étudier dans cette vidéo, entre deux tranches de verre, entre les deux vitres, et que finalement l'air ou l'argon que l'on va étudier ont des très bonnes résistances thermiques ou des mauvaises conductivités thermiques. Donc ici, les autres modes de transfert thermique possibles par le vitrage, il y a une partie de rayonnement. Le vitrage, la vitre va chauffer et cette matière, en vibrant, va émettre un rayonnement électromagnétique dans l'infrarouge et c'est également à considérer comme une perte énergétique. Dans quel sens a lieu le transfert d'énergétique? On est toujours dans le même type de question, des zones chaudes vers les zones froides. Là, la réponse ne change pas. On précise que dans le cas d'une paroi composite, c'est-à-dire formée de plusieurs couches de matériaux différentes, la résistance thermique totale, c'est la somme des résistances des différentes couches. Déterminer la résistance totale du double vitrage. Donc là, on va réutiliser la relation de la résistance thermique, qui est à savoir l'épaisseur sur la conductivité thermique fois la surface. Donc là, j'ai 2 fois une épaisseur de verre pour le double vitrage, donc j'ai deux épaisseurs de verre plus une épaisseur d'air. Je le divise par la conductivité, ce terme-là par la conductivité du verre, la conductivité thermique du verre, et la surface pour la surface de mon vitrage. Pareil pour l'air, où la surface de l'air qui va être piégé entre les deux vitres sera évidemment la même. Je fais le même calcul pour l'argon. Alors l'argon, le premier terme ne va pas changer parce qu'on a toujours nos deux épaisseurs de verre. Ceci dit, la conductivité thermique de l'argon étant plus faible que celle de l'air, on voit que celle de l'air, elle est à 0,026 alors que celle de l'argon, elle est à 0,017. Donc du coup, évidemment, la résistance thermique de la fenêtre à l'argon va être supérieure. On voit qu'on a une meilleure résistance thermique d'une fenêtre avec de l'argon entre les deux vitres plutôt que celle de l'air où on est à 0,6 Kelvin Watt-1. Quelle est la valeur du flux thermique qui va la traverser? Le flux thermique est égal à la différence de température entre la source chaude et la source froide divisé par la résistance thermique. Donc en faisant le calcul entre les deux, on va avoir un flux de 32 watts pour un double vitrage classique et un flux thermique de 21 watts pour une tranche de gaz qui aurait été remplacée, où on aurait remplacé l'air par de l'argon. Comparer cette valeur avec celle du flux traversant un simple vitrage d'épaisseur 8 mm. Alors là, pour le coup, notre relation ici de la résistance thermique, ça va être E sur lambda S, sauf que là, il n'y a qu'une seule épaisseur de verre de 8 mm. Donc je vais remplacer ici la résistance du simple vitrage par cette relation-là, ce qui me donne le flux qui est égal à delta T. Delta T, c'est l'écart de température entre la source chaude et la source froide. Le lambda, le S et le E étant l'épaisseur du simple vitrage. Donc là, on est à 3000 watts. Donc on voit que le flux thermique entre une fenêtre à double vitrage avec de l'air qui est à 32 watts et un simple vitrage à 3000 watts, on a un facteur 100 quand même entre les deux quasiment. Donc finalement, une fenêtre à double vitrage est 100 fois plus isolante qu'une fenêtre à simple vitrage. C'est un ordre de grandeur que tu peux garder. Donc évidemment, l'intérêt du double vitrage, il est indéniable. En classe, je propose souvent une activité où on s'intéresse aussi à l'intérêt de fermer des volets. Si tu as des volets, par exemple, en plastique, des stores en plastique, la nuit, tu vas emprisonner une tranche d'air importante entre le vitrage et le milieu extérieur, et ça constitue un isolant supplémentaire. Donc ça peut être intéressant aussi de fermer ces volets le soir pour éviter les déperditions thermiques. Voilà, écoute, j'ai terminé cette vidéo par un petit exemple simple et qui dégage l'intérêt du double vitrage. C'est également la dernière vidéo de notre playlist sur la thermodynamique et je te dis à très bientôt sur cette chaîne pour d'autres vidéos.